10h30 ce lundi matin, c'est l'heure de la dernière exposition publique avant la vente aux enchères de l'après-midi de l'étude Daguerre-Savoie. Ils sont donc quelques-uns, très souvent des habitués, à venir voir les objets, les bijoux et les œuvres d'art sous toutes leurs coutures avant la mise aux enchères à proprement parler. C'est l'avantage par rapport à un musée, c'est que globalement, on peut toucher, on peut voir. Et donc ça, c'est comme un musée vraiment à portée de tout le monde. Ça, c'est vraiment le gros plus aussi par rapport à un musée. C'est vraiment, il y a un côté beaucoup plus proche, une proximité qui est plus grande. Nous avons une très belle collection d'un jeune homme qui habitait à Évian. Vous avez du mobilier 18e, des tableaux anciens, du beau mobilier, une belle paire de vases, un très beau tableau de Ziem, un coucher de soleil. Il est 14h, la vente aux enchères peut enfin démarrer. Ils sont seulement une petite dizaine de personnes à avoir pris place dans la salle des ventes de l'étude. Aujourd'hui, de plus en plus d'acheteurs préfèrent enchérir par Internet, sur des plateformes spécialisées ou par téléphone. Maître Dugast peut alors lancer la séance. Nous démarrons justement avec le premier lot. Il s'agit de l'élévation de la villa justement que occupait ce collectionneur. Donc l'élévation de la villa de M. Chaland à Évian-les-Bains, datée de 1902. Et nous démarrons à 20. Ce lundi, 207 lots sont prévus à la vente. Tous évidemment ne partiront pas, mais durant une bonne partie de l'après-midi, les enchères vont rythmer la vente et Aurélie Dugast, affublée de son marteau d'enchères, mène sa partition de main de maître. 1300 une fois, c'est sur Drouot, personne ne couvre l'enchère. À 1300 une fois, deux fois, adjugé 1300. C'est de trouver le bel objet, de fouiller, les rencontres aussi avec les différentes personnes, les clients, les experts, les échanges, l'expertise en fait de l'objet, c'est très intéressant quand on a des recherches aussi un peu plus poussées à faire, c'est très riche. S'il n'est pas dans les habitudes de communiquer sur les ventes, celle de ce lundi 27 avril a permis à certains acheteurs de faire quelques belles affaires. La qualité des objets, la beauté des choses, voilà, apprécier le vrai travail d'autrefois, la qualité surtout la qualité qui prime, qualité des objets, ouais. C'est ce qui est important, voilà. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve manufacturé de nos jours, quoi. Présente dans le département depuis 2024, l'étude Daguerre-Savoie organisera sa prochaine vente aux enchères le 19 mai prochain sur le thème des arts de la table et de l'argenterie. Dans les laboratoires de l'IMSEE, à Saint-Étienne, la glace est travaillée comme un produit d'exception. Les apprentis imaginent et fabriquent des entremets, petits fours et pièces artistiques, avec une contrainte majeure, le froid. En glacerie, ce qui est compliqué par rapport à la pâtisserie, c'est que on doit travailler avec le froid, donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus compliqué avec la fonte de la glace et tout ça. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut tout faire en glace, que ce soit en parfum, que ce soit en forme. On peut vraiment jouer avec les saisons. On a une possibilité infinie de création, on peut faire des formes à l'infini, faire des dessins dans les glaces pour les bûches, la modeler un peu à la façon dont on la souhaite. La formation se distingue aussi par sa dimension artistique, notamment avec la sculpture sur glace. On peut le voir qu'ici, ça. Hein. Franchement, quand on m'a dit de faire le BTM glacier, j'aurais jamais cru qu'on travaillerait avec une scie, un couteau à bois. J'aurais vraiment jamais cru. Le BTM glacier, brevet technique des métiers, est une formation en 2 ans accessible après un CAP ou un bac professionnel. Elle forme aussi à la gestion d'entreprises attirant des profils venus d'horizons variés. À la base, je suis électricien, donc je suis issu d'une reconversion. Donc j'ai fait une reconversion à Yssingeaux à l'ENSP en CAP glacerie et derrière, j'ai enchaîné avec un BTM directement ici. Un secteur en plein développement aux nombreuses débouchés. On a des jeunes super motivés, on a un bon niveau. Et la plupart du temps, après leur examen, tous les patrons veulent les embaucher. Donc ils ont le choix des entreprises, c'est eux qui décident où est-ce qu'ils veulent travailler. Ça ouvre des portes, on va dire, à Côte-Atlantique, dans le sud et même, on va dire, dans toute la France. On mange de la glace aujourd'hui toute l'année, pas forcément au bord de la mer ou au bord de l'océan. On mange de la glace à Paris, dans les grandes villes du centre de la France. Avec seulement 300 en France, le BTM glacier fait de Saint-Étienne un pôle de référence
Dans la Loire, ces apprentis peuvent intégrer des laboratoires, ouvrir leur boutique ou travailler en France comme à l'étranger. L'artichaut qui est en train de se tourner en face de moi, il faut qu'il soit parfaitement rond, bien plat, bien creusé, pas un brin de feu, pas un petit poil à l'intérieur, tout le foin doit être parfaitement retiré. L'excellence comme mot d'ordre et un rêve, devenir un des meilleurs ouvriers de France. Aujourd'hui, les 10 candidats doivent réaliser 2 plats en 4 heures pour tenter de gagner leur place pour la finale à Lille. Le résultat est imposé, la technique pour y arriver est libre. Il n'y en a pas un qui va faire pareil. L'important c'est le résultat et de procurer le maximum d'émotions possible au jury qui est là. C'est des heures de travail et le jury va le déguster en 2 minutes. On est dans l'instant, on est dans l'émotion. C'est le lycée Lesdiguières de Grenoble qui accueille ces phases qualificatives pendant 3 jours de compétition. Et pour les élèves, l'occasion unique d'être au cœur de l'action. Tous les élèves de bac professionnel sont impliqués dans l'organisation de la manifestation, soit en tant que commis, donc ils sont auprès des candidats, soit au service. L'idée aussi, c'est pour donner envie à nos élèves qui pourront dans quelques années participer au concours d'un des meilleurs ouvriers de France ou alors un autre concours professionnel. Place désormais à la dégustation avec un protocole rigoureux. Ils sont tous séparés les uns derrière les autres de manière à avoir un jugement uniquement sur l'assiette qu'ils doivent juger et ne pas se parler entre eux. C'est très précis, très strict, de manière à ce qu'il y ait une grande harmonie dans cette notation et qu'on soit le plus objectif possible. Le concours meilleur ouvrier de France a cette particularité d'avoir un jugement très factuel. Donc c'est des choses très précises qui sont demandées, établies sur un cahier des charges. Et nous, notre rôle, c'est d'être le plus pertinent possible et le plus juste possible par rapport à la grille de notation. Chaque erreur enlève un point. Ici, on juge le goût, mais aussi le visuel. On a un dessin qu'on a tous eu et sur ce dessin, ça doit déjà correspondre à ce qui a été demandé aux candidats. Ce n'est pas nous qui hésitons, c'est le comité d'organisation. Nous, on doit se fier à ça. Ce n'est pas notre goût à nous, ce n'est pas comme nous on l'aurait présenté. Le concours, c'est un des meilleurs ouvriers. Et vous êtes un ouvrier, le patron lui demande de faire quelque chose, il doit réaliser ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de faire mieux, on ne lui demande pas de faire moins bien, on lui demande de faire quelque chose. Côté cuisine, les plats sont envoyés. La pression peut enfin retomber. Et je leur souhaite surtout de vivre ce qui est gravé sur la médaille qui est ici, et gravé joie et travail. Mais pour arriver à aller chercher ceci, le bleu, blanc, rouge, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Le Nil, comme vous ne l'avez jamais vu. Antiquité, peinture moderne, photographie contemporaine. Le musée Champollion de Vif lui consacre une exposition temporaire avec une scénographie immersive, les pieds dans l'eau. Vous pouvez vous asseoir à bord d'une felouque et puis naviguer de l'aube jusqu'au crépuscule, jusqu'à un salon égyptien. Prenant sa source au cœur de l'Afrique, le Nil traverse une dizaine de pays. Pendant des millénaires, il a dicté le rythme de vie des Égyptiens et celui de la faune qui le peuple. Les crocodiles et les hippopotames étaient nombreux à peupler les eaux du Nil dans l'Antiquité, mais ils ont été victimes d'une chasse intensive jusqu'au XXe siècle. Nous présentons 2 antiquités égyptiennes qui permettent de comprendre la vision ambivalente qu'on a de l'hippopotame dans l'Antiquité. C'est un animal placide qu'on représente en faïence, le cuir bleu recouvert de végétaux comme un symbole de la Renaissance. Mais il peut charger avec fureur pour défendre son territoire. Dans ce cas-là, c'est l'incarnation du dieu Seth, le dieu du chaos, qui doit être harponné par le dieu Horus. Divinité pour les Égyptiens, le Nil traverse aussi les textes fondateurs des religions juives et chrétiennes, un fleuve sacré au sens propre du terme. Le Nil est le théâtre de nombreux épisodes bibliques. Sur cette faïence du XVIe siècle et cette peinture du XVIIIe siècle, vous reconnaissez l'épisode du petit Moïse tiré des eaux qui va être élevé par la fille de Pharaon, mais chaque artiste représente cet épisode en fonction du contexte et de la période de création. Et ce sont des images qui vont fortement marquer les Occidentaux, qui vont conditionner leur vision de l'Égypte jusqu'à la campagne menée par Bonaparte. L'exposition Reflets du Nil du monde antique aux rives d'aujourd'hui s'inscrit dans une année de l'eau initiée par le département de l'Isère. Profitez de ces visites gratuites jusqu'au 22 novembre 2026.
Mais c'est ça qui va être intéressant. C'est avec quoi vous allez repartir de cette force de sororité, de cette puissance du cheval. Le cheval, un médiateur pour reconnecter ses émotions. Aux écuries du château de Nédance, ces femmes entament leur séjour thérapeutique. Toutes touchées par un cancer du sein, c'est via l'équithérapie qu'elles cherchent l'apaisement. Le langage corporel du cheval est un langage corporel que nous avons perdu. Nous ne comprenons plus tout ça. On a parfois des armures, on a parfois des corps abîmés avec lesquels on n'a plus envie de discuter, avec lesquels on est fâché, peut-être qu'on ne le reconnaît plus. Et ça va permettre de faire du lien avec tout ça, en toute simplicité, dans une simple rencontre à l'animal. Lancés il y a 9 ans, ces stages sont proposés par l'association Hope. Des immersions d'une semaine où le temps s'arrête au profit du bien-être. Elles ont toutes des parcours différents, mais elles vont se retrouver sur le parcours de la maladie. Qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'être malade? Ça veut dire qu'on va à nos traitements, on va faire la chimio, on va faire la radiothérapie, mais on continue, on rentre le soir, on débarrasse le lave-vaisselle, on va chercher les enfants à l'école. Donc cet espace chez Hope, c'est un moment rien que pour elles, et c'est comment on peut repartir dans notre quotidien avec des outils pour mieux affronter le reste de notre vie. Au programme donc de ce début de stage, la toute première rencontre avec le cheval. Aurélie, elle, connaît ce lien depuis toujours, mais cette fois-ci, il résonne différemment pour elle. La rencontre avec Caraïbe, en fait, ça a été comme si je l'ai rencontré un cheval pour la première fois de ma vie, quelque part. Et du coup, ça m'a libérée. C'était très fort quelque part. Mon intention, c'était de retrouver la chaleur, peut-être la chaleur humaine que je n'ai pas eue. Pour d'autres comme Vanda, le premier contact, lui, n'a au contraire pas été une évidence au départ. Une grosse appréhension des chevaux. Trop impressionné par la bête, quoi, en fait. Et finalement, en confiance avec les filles, ça aide énormément. J'ai compris plein de choses. On se sent vachement bien au contact d'un cheval, quoi. C'est très fort. Et là, on est qu'au premier jour. Des émotions fortes qui ne font que s'amplifier au fil des jours. Le jeudi, place à un atelier plus poussé, danser chante avec les chevaux. Une bulle hors du temps où le lâcher-prise est total. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Voilà. J'ai trouvé ça incroyable de danser avec un cheval. Je ne pensais pas que c'était possible, que moi je puisse le mettre au galop, qu'il me suive. Voilà, c'était sportif sur une musique qu'on aime, qui évoque des choses pour moi. Donc ouais, c'est des ateliers auxquels je ne m'attendais pas et qui sont qu'une bouffée de bonheur. Une bouffée de bonheur brève mais intense. Chaque année, l'association accueille plusieurs dizaines de femmes comme elle, avec l'espoir de les transformer et leur apporter un peu de baume au cœur et au corps. Une joue de porc, des lentilles et du céleri boule. 3 ingrédients imposés pour un défi complexe, devenir le meilleur espoir de la région et se qualifier en finale nationale. Dans les rangs, Joris Genévrier, 19 ans. En première année de brevet professionnel art de la cuisine, il joue à domicile. Pas de commis pour l'épauler, il doit tout gérer. Du taillage millimétré à la cuisson parfaite, face à la pression des grands noms du jury, le jeune homme se crée un rempart. Une bonne expérience à prendre. Ça permet de se mesurer à d'autres gens de son âge, non pas forcément pour vouloir paraître au-dessus de tout le monde, mais juste pour établir un petit peu son niveau actuel. Il fait toujours un petit stress, surtout quand il y a 2-3 grands noms, mais sinon, non, faut rester dans sa petite bulle et puis voilà, ça va le faire. Pour l'Institut des métiers de Saint-Étienne, ce concours est une vitrine. Au-delà de la gagne, c'est un test de caractère. Dans l'ombre des fourneaux, on veille à ce que les élèves transforment leur stress en rigueur pour forger un mental d'acier. Ça pousse à leur dépassement de soi, à être plus régulier, confiance en soi, l'organisation dans le temps. C'est vraiment un complément. Moi, je les pousse toujours à faire des concours. Poste 4, 11h40. Oui. D'accord ? Le premier, il part dans 10 minutes. Le temps est écoulé, place au jury de dégustation. Ici, on juge l'assaisonnement, la température et surtout la créativité. Dans l'assiette, on cherche l'équilibre parfait pour sublimer ce panier pourtant classique. L'aspect général de l'assiette, mais la température et le goût.
le goût et le respect des cuissons. Mais pour le moment, on n'est pas dépaysés et on a de belles surprises. Une fois les fourneaux éteints, la tension retombe. Le jury s'est retiré pour délibérer et désigner celui qui représentera la région lors de la finale nationale en novembre prochain.